Animer cette séquence avec Jean-Marie Hennequin. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, bonjour Marc. Voilà, bon, vous le connaissez mieux que moi, vous pouvez connaître, autant je peux être connu en France, autant il est beaucoup plus connu que moi au Cameroun. Donc malheureusement, monsieur le ministre n'est pas là pour l'instant, donc je vais commencer par vous, monsieur l'ambassadeur de France. Bonjour Thierry Marchand, vous avez le micro juste à côté de vous. Voilà. Donc merci d'être venu ici pour cette première séquence. Alors, on est un an, pratiquement, presque jour pour jour d'ailleurs, après, j'allais dire, la venue du président Macron ici. Il fonctionne, je crois, normalement. Après la venue du président Macron ici, le Cameroun revêt quand même une certaine importance dans les relations avec la France. Comment vous pouvez, je veux dire, les décrire ? Comment vous pouvez décrire cette importance entre les relations entre la France et le Cameroun ? Alors, c'est vrai, ça fait presque un an maintenant que cette visite très importante a eu lieu. Et dans cette visite, le cœur du sujet était, et reste d'ailleurs aujourd'hui, la redéfinition d'un lien partenarial fort et nouveau entre nos deux pays. Ça signifie que des deux côtés, malgré l'écart générationnel entre les deux présidents, il y a une vision commune d'un intérêt partagé, en réalité, à ce que la relation entre la France et le Cameroun puisse se refonder. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui en est une bonne illustration, et peut-être permettez-moi d'en dire quelques mots, pour montrer en quoi nous sommes, enfin pour moi en tous les cas, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, dans la ligne de ce qui me semble être la bonne direction. Voilà. Sur un plan stratégique, vous le savez, l'idée, qui d'ailleurs est plus qu'une idée, c'est quasiment un fait avéré, c'est que la France, l'Europe, le Cameroun, l'Afrique ont leur destin lié au XXIe siècle. Ce sont deux voisins, deux continents voisins, des pays et des régions et des sous-régions qui se connaissent bien et qui ne pourront pas, de toute façon, au XXIe siècle, vivre isolément l'un de l'autre. À partir de cette fondamentale appréciation de situation, partagée, je le crois très sincèrement, par les deux présidents, il s'agit de trouver en fait la stratégie, les moyens d'incarner cette nouvelle relation entre la France et le Cameroun, entre l'Europe et l'Afrique. C'est ça en fait qui est ma mission, c'est ça qui nous intéresse ou qui nous rassemble tous autour de cette volonté de traduire l'idée en réalité. Et je trouve qu'ici aujourd'hui, on est dans un écosystème qui est particulièrement fertile et favorable à l'incarnation de cette idée. Pourquoi ? Rares sont les moments où on arrive à organiser autour d'un même événement plusieurs dimensions. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est conscient que nous voyageons en réalité à la charnière de trois univers, de trois cercles. Le cercle de la francophonie, puisque nous sommes ici dans une
réunion, une assemblée générale des régions francophones. Ça signifie un certain nombre de choses. Un deuxième cercle, c'est celui de la décentralisation dont on parle, c'est-à-dire l'échelon communal et régional comme moyen d'un meilleur rendement en fait, au niveau d'un pays. Hein. Et puis le troisième champ qui est le champ en fait, de l'activité économique, de l'initiative économique, de la création de richesses et du développement. Il n'est pas évident de mettre ces trois univers en relation de manière aisée. Souvent, on fait des conférences, on fait des sommets portant sur la francophonie d'un côté, la décentralisation de l'autre, ou l'action économique comme un troisième espace. En réalité, on le voit bien, la magie d'une journée comme celle-là, la magie de ces 2 jours d'ailleurs, qui vont se dérouler ici, c'est d'arriver en fait à penser ensemble et en permanence l'interactivité entre ces 3 champs. Le champ de la langue, en fait, pour moi, il est assez simple. Il va consister en fait à mettre un petit peu plus d'intensité dans le mot francophonie. La langue n'est pas simplement un moyen d'échange interpersonnel. Vous le savez bien, elle est aussi une façon de penser les choses, de penser le monde. C'est dans du vocabulaire, de la grammaire, de la syntaxe, qu'on développe une certaine façon de voir les choses. Et donc, au-delà de simplement un code d'échange, la francophonie représente d'ailleurs quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus universel, qui est cette capacité en fait à savoir penser le monde ensemble. Pas forcément le même monde, ni d'être toujours en convergence sur les mêmes objectifs, mais au moins d'avoir en commun un logiciel de compréhension des choses qui soit commun. Et je formule des vœux pour que le sommet de la francophonie, qui va se dérouler en partie à Yaoundé pour la session ordinaire à la fin de l'année ici, et puis en France en 2024, avec le sommet de Villers-Cotterêts, soit l'occasion de remettre dans ce terme autre chose qu'une simple affection culturelle ou affection linguistique. La francophonie doit devenir le moteur de quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus profond. Et j'espère qu'au Cameroun, ici à Yaoundé, je crois que c'est au mois de novembre ou au mois d'octobre que nous aurons ce sommet-là, et puis à Paris, ou à Villers-Cotterêts après, on puisse mettre dans ce concept de francophonie une densité qui n'existe pas aujourd'hui. Ça, c'est le premier espace, celui de la langue que nous partageons en commun. Et dans un pays, je le dis, qui a le fondamental avantage de parler 2 langues. Puisqu'ici, on est dans le bilinguisme, et le bilinguisme, je pense que c'est la clé d'accès au monde du XXIe siècle. Donc, je félicite surtout le Cameroun pour avoir toujours cette capacité, en fait, à se poser dans le bilinguisme, mais en tirant tout l'avantage, peut-être, de l'espace francophone. Deuxième champ qui me semble important, je disais, c'est celui de la décentralisation. Alors là, on est vraiment dans l'exemple même de la décentralisation aujourd'hui. Voilà. La décentralisation, ce n'est pas l'opposition de l'unité nationale. Et la France est bien placée pour le dire. Nous qui avons une vision très jacobine, très centralisée, en réalité, de notre approche politique, c'est pas pour autant que la décentralisation telle qu'elle existe depuis maintenant une quarantaine d'années en France et qui continue à se développer, cette décentralisation, elle est vraiment complémentaire de cette vision très très forte et unitaire d'un État qui est capable en fait d'organiser la vie politique et la vie sociale dans un espace qui se décentralise. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, et je sais qu'ici au Cameroun, on est entré dans cette thématique-là sur de bonnes bases. On n'est qu'au début. J'ai vu les présidents de région lors de mes déplacements dans le pays, où j'ai quasiment vu toutes les régions du pays, et j'ai discuté avec chacun d'entre eux. Et je comprends qu'ils sont là. Et je comprends que pour certains, ils sont un petit peu en appétit, ils sont un petit peu pressés, ils sont un petit peu en attente d'une accélération. Mais les choses se mettent en place. Et si la France a un seul conseil à donner, peut-être en la matière, c'est que nous, le processus, il s'est fait de manière très progressive.
On en parlera tout à l'heure, puisqu'on aura une séquence décentralisation en tant que telle. Mais la décentralisation me semble être un des paramètres clés de notre Assemblée. Voilà. Mais Marc, je voudrais peut-être que, comme les présidents des régions sont là, que M. l'ambassadeur puisse nous dire dans la redéfinition des rapports entre la France et le Cameroun, s'il y a une stratégie particulière pour l'accompagnement des régions qui sont en train de naître au Cameroun. Une bonne partie de la stratégie, elle est à côté de moi. C'est le vice-président en fait, de l'association des régions francophones qui vous en dira beaucoup plus dans cette capacité en fait, à créer de la coopération décentralisée, région-région, ville-ville, commune-commune, intercommunalité. C'est tout un aspect de vitalisation de ce tissu qui est important. Moi, à mon niveau d'ambassadeur, ce qui m'importe, c'est d'aider à ce que ce processus puisse se dérouler selon un bon cadencement. J'étais encore la semaine dernière à Buea pour aller voir en fait cette nouvelle école de l'administration territoriale dans laquelle on forme les cadres qui demain, dans les communes et dans les régions, vont aider les présidents à mettre en œuvre cette politique-là. Donc nous, on a une action centralisée avec le gouvernement camerounais pour aider à la réalisation de ce mécanisme de décentralisation. Mais derrière, toute la vitalité du jeu, elle sera, je pense, en grande partie portée par cette coopération décentralisée dont on vous parlera, je pense, un petit peu après. Le dernier point, pardon d'être un peu long, je dirais, c'est le champ de l'économie, celui qui, en réalité, est un peu le juge de paix toujours des choses, parce qu'en pied de colonne, on compte si c'est en positif ou en négatif. Donc là, c'est toujours un monde extrêmement pratique, pragmatique. On descend du concept dans le monde réel. Et dans cette affaire-là, je pense que la seule idée que j'aurais à dire, c'est dans la nouvelle relation dans laquelle on doit s'établir, c'est la capacité de repenser les relations entre le public et le privé dans tout ce qui va représenter en fait l'action de coopération et même l'action des différents champs économiques. Voilà. Cette nouvelle molette de réglage entre le privé et le public, soit dans des partenariats public-privé, soit dans d'autres mécanismes, me semble être une des clés essentielles du bon fonctionnement et du bon rendement général de la machine. Voilà. Donc je me place, pour terminer, à un niveau où ma responsabilité de mise en œuvre d'une nouvelle relation politique entre la France et le Cameroun passe par ce type d'activité, passe par ce type en fait, de mélange entre les secteurs dans lesquels je suis certain qu'on peut trouver de la modernité à cette nouvelle relation franco-camerounaise qui est en train de naître. Voilà. Merci. Alors, en fait, vous avez, monsieur l'ambassadeur, vous avez fait déjà le jeu de monsieur Ouagena parce que vous avez parlé de francophonie. Donc, je vous présente Alphonse Ouagena, qui est le représentant pour l'Afrique centrale de l'OIF, l'Organisation internationale des régions francophones. Monsieur le représentant, l'action économique de l'OIF est un pilier ou est-ce que c'est relativement récent? Merci. Il marche. Il faut marcher. Non, je voudrais dire que monsieur l'ambassadeur de France a déjà fait un peu l'historique de la stratégie de la francophonie en matière économique, mais qui a commencé, je dirais, effectivement dans les années 2014 avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'était tenu. Aujourd'hui, la stratégie économique de la francophonie couvre la période 2020 à 2025 et est basée sur deux axes stratégiques. L'axe, c'est la promotion de l'économie centrée sur la personne. Et le second axe, il y a un problème de micro, donc je vais vous donner le mien. Merci. Donc je disais que la stratégie économique de la francophonie adoptée en 2020, qui va de 2020 à 2025, est basée sur deux axes stratégiques. Le premier axe, c'est la promotion d'une économie centrée sur la personne humaine et son plein épanouissement. Et le second axe, c'est le renforcement de l'économie de l'espace économique francophone. Et dans le cadre de la mise en œuvre
de cette stratégie qui a commencé avec Madame la secrétaire générale, son Excellence Louise Michikiwabo, depuis les années 2021, nous avons organisé des missions économiques et commerciales auxquelles un certain nombre d'acteurs, d'opérateurs économiques ont participé. La première mission économique s'est déroulée en Asie en mars 2021 et la deuxième mission économique s'est déroulée ici en Afrique centrale et elle s'est passée au Gabon, à Libreville et au Rwanda, à Kigali. Et les résultats de cette mission économique commerciale qui caractérise les premiers pas d'inclusion de la francophonie en matière économique sont très appréciés par les opérateurs économiques francophones, de l'espace francophone. Merci. Visiblement, merci, monsieur le représentant. C'est, je pense, l'illustration. Donc, on va essayer de passer à une deuxième séquence maintenant. Donc, je vais vous demander à ceux qui sont intervenus s'ils veulent bien descendre de la scène pour laisser la place aux autres intervenants. Et je vais appeler Mané Oumarou s'il veut bien monter sur la scène pour passer à une séquence qui est plus sur la décentralisation en tant que telle, et sur lequel on va avoir une séquence d'échange entre trois présidents ou vice-présidents. Trois présidents ou vice-présidents de région qui sont trois états d'avancement dans la décentralisation. Ah, ça y est. Qui sont trois états d'avancement dans la décentralisation. Et je pense que c'était assez intéressant de voir comment on peut lier du développement économique un peu au fur et à mesure. Je vais commencer par vous, Philippe Meunier, votre micro juste à côté. Philippe, vous êtes donc le représentant, le vice-président à l'international de la région Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitudes sont vieilles et tenaces. Bonjour, merci d'être ici présent. La décentralisation en France, c'est quelque chose qui est extrêmement avancé. Et donc l'action économique dans la décentralisation est un pilier en fait de la région. C'est bien ça? C'est ça. Ça fait partie des compétences. Alors comment ça s'articule? C'est quoi les principaux axes de tout ceci? La décentralisation qui a été initialisée en 1982 s'est effectivement développée et renforcée en France, et notamment avec un fait régional qui est aujourd'hui incontournable, puisque la région a les compétences pour élaborer et voter un schéma régional de développement économique, notamment à l'international. C'est la loi française, et nous l'avons déjà mis en œuvre, puisque ce schéma est voté à chaque renouvellement de l'exécutif après les élections régionales. Avec ce schéma, nous pouvons donc mener une politique à l'international, et notamment une politique à destination du développement économique lié à la francophonie. Mais ça, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que tous les exécutifs n'ont pas cette volonté politique. C'est à l'initiative des présidents de région. Donc chacun peut mener sa propre politique Exactement. de façon totalement indépendante, en ayant les orientations qu'il a envie d'avoir. C'est la raison pour laquelle le président Laurent Wauquiez, qui préside la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait près de 10 millions d'habitants et qui est la première région industrielle de France, a décidé, lui, en tant que président de région, de mettre en avant la francophonie économique dans le cadre de notre schéma de développement à l'international. Et nous avons donc 3 piliers que nous avons adoptés en assemblée plénière. Sans priorité, je vais vous les énoncer. On a un pilier européen pour développer notre économie au niveau de l'Union européenne. On a un pilier francophonie pour justement projeter nos entreprises, et je remercie nos entreprises qui sont présentes ici à ce forum économique, pour donc développer les relations économiques à la francophonie, et puis un pilier dit grand large avec les pays que vous connaissez tous, que ce soit les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Israël, tous les grands pays qui comptent au niveau de l'économie internationale. Donc ce pilier francophone est un pilier extrêmement important pour le président Laurent Wauquiez, qui préside d'ailleurs la région internationale des régions francophones, dont je salue l'arrivée avec les membres nouveaux qui ont pris leur adhésion, à savoir les présidents de région
du Cameroun. Et ça, c'est pour nous aussi une grande satisfaction, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 180 régions qui sont membres de l'Association internationale des régions francophones présidée par Laurent Wauquiez. Et comme il a été évoqué tout à l'heure, comment concrétiser ce développement économique? Justement, ce développement économique entre les régions francophones passe par l'AIRF. Et c'est grâce à l'AIRF et ce contact que nous avons ensemble, je salue d'ailleurs les membres du bureau et du conseil d'administration de l'AIRF ici présents, que nous pouvons initier justement des déplacements. Et à chaque fois que je me déplace en tant que vice-président en charge des relations internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je suis toujours accompagné d'au moins d'une dizaine d'entreprises pour toujours être dans un partenariat gagnant-gagnant. Parce que l'objectif est de gagner. Nous, notre rôle d'élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de faire gagner nos entreprises de nouveaux marchés. Et les élus des régions francophones qui sont aussi membres de l'ARF ont pour vocation aussi de faire gagner leurs entreprises avec justement de nouvelles parts de marché. Et nous gagnons tous ensemble. Et c'est extrêmement important justement de développer cette francophonie économique ensemble. Et je salue aussi évidemment les entreprises camerounaises ici présentes, parce que dans le cadre de cette mondialisation, la francophonie est un atout comparatif. Et il faut se saisir de cet atout que nous avons pour faire gagner nos entreprises. Et en plus, comme il a été très bien dit tout à l'heure par monsieur l'ambassadeur, nous partageons la même langue. Et donc, nous partageons aussi des valeurs communes. Quand nous échangeons, nous nous comprenons. Et dans cette mondialisation, je pense que la France et l'ensemble du pays et des pays francophones sont faits pour s'entendre parce que nous sommes avant tout des hommes libres. Nous aimons créer nos entreprises, nous aimons développer nos échanges économiques et nous avons cette flexibilité qui manque à beaucoup de pays dans la mondialisation. Et ce n'est pas le cas pour nos pays francophones. Et ce contact direct que nous avons ensemble, puisque nous avons une relation, j'allais dire, francophone, qui dure dans le temps, qui puise ses racines dans le passé et qui construit le présent et l'avenir, c'est avec ces relations francophones que nous allons gagner justement de nouvelles parts de marché. En tous les cas, c'est la volonté du président Laurent Wauquiez et ça marche. Et ça marche, puisqu'à chaque fois, nous avons de plus en plus d'entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui viennent avec nous, qui nous accompagnent lorsque nous avons nos déplacements dans le cadre des régions francophones et notamment dans le cadre de l'ARF. Et ce fonctionnement-là est une réussite. On doit la mettre en avant, on doit l'expliquer à tous nos chefs d'entreprise. Alors, le monde économique a besoin du politique, parce que sans politique, il n'y a pas d'économie qui fonctionne. Et le politique a besoin d'une économie aussi forte pour justement financer l'action politique. Donc il faut ensemble aller dans la même direction. Et comme je l'ai dit lors de notre première réunion, quand nous avons été élus à la région Auvergne-Rhône-Alpes et que nous avons invité tous les représentants de la francophonie à venir au sein de l'Assemblée plénière pour présenter l'action du président Laurent Wauquiez, nous sommes maintenant dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas là pour essayer de gagner plus que l'autre, nous sommes là pour gagner ensemble. Et je crois que ça, c'est vraiment le message qui doit passer, notamment à travers ces rencontres africaines de l'économie, Marc. On est ensemble, hein, Philippe? Merci, Monsieur le Président. Là, on va donc prendre le président de la région du Nord qui a certainement envie d'avoir les mêmes atouts que votre région. Monsieur le Président, je commencerai par un petit préalable. On a eu l'impression, on avait le sentiment pendant longtemps que chez nous, le pouvoir central allait à la décentralisation comme à la guillotine. Tout est rétabli, l'ordre est rétabli. Maintenant, vous vous sentez bien dans votre peau de président de région? Le micro est juste à côté. Hein. Bien, bonjour, merci pour cette question. Je pense que nous ne devrions pas avoir cette approche scindée où l'administration centrale irait, comme vous le dites, à la décentralisation comme si elle allait à la guillotine, mais plutôt une collaboration entre le niveau central et le niveau décentralisé et un partage de responsabilités. À ce niveau, le niveau central s'occuperait de la macroéconomie, les régions et leur démembrement s'occuperaient du niveau méso, pendant que les autres collectivités, notamment les communes, s'occuperaient de l'économie réelle au niveau micro. Donc ce n'est pas une question d'arracher des compétences ou de remettre certains au pilori, mais plutôt de savoir quels sont les intérêts de nos collectivités et des populations qui les composent pour pouvoir donc aider à bâtir ce développement que nous tous recherchons. Voilà, Monsieur le Président, le thème principal de ce panel, c'est décentralisation et secteur privé comme moteur du développement. Alors, comment vous le ressentez à votre niveau? Quels
sont vos besoins pour que vous soyez vraiment le moteur de développement avec le secteur privé? Alors, à vouloir remettre cela dans le contexte camerounais avec des régions qui ont à peine 2 ans d'existence, il serait important pour ces régions d'établir une relation à la fois verticale et horizontale avec le secteur privé. La verticalité s'entendant de l'intégration du secteur privé dans la planification du développement de nos régions pour tenir compte à la fois de leurs besoins et des contraintes auxquelles elles font face dans le cadre de leur déploiement sur le terrain, et une intégration horizontale en termes de prise, de partage des risques avec elles. Pour faire une illustration, nous avons le marketing territorial qui met en exergue les atouts des différentes régions ou les objectifs que ces régions voudraient développer en termes de prospective. Le secteur privé peut être à la fois un conseil en termes d'outils, il peut être un partenaire en termes de mise en commun des ressources, il peut être surtout un aiguilleur en termes de celui qui rappelle à ces régions quelle serait la vitesse, la bonne vitesse, et quels seraient les éléments qui constitueraient pour ce secteur privé un élément moteur pour la relance de leurs activités. Donc c'est une intégration à la fois verticale et horizontale qui devrait être mise en place. Et pour revenir pour le cas du Cameroun, nous avons engagé déjà avec la Chambre de commerce, qui est une institution fêtière, et bientôt peut-être avec le GICAM. Je profite de la présence du président du GICAM à mes côtés pour dire que nous allons donc entamer cette négociation afin de voir avec le secteur privé comment nous pourrons aller dans le schéma national d'aménagement du territoire qui est en cours d'élaboration au niveau du ministère de l'économie et prendre dans les désidérata de ces composants du secteur privé au niveau local, au niveau de nos régions. Et compte tenu de la demande au niveau de l'État, vous devriez avoir besoin du secteur privé dans le développement des infrastructures locales. Évidemment, tout ce qui pose aujourd'hui problème en termes du déploiement du développement, les infrastructures, les ressources humaines, la problématique elle-même des investissements des capitaux, peut trouver un début de solution dans une collaboration directe avec le secteur privé. Certains ont des capitaux, cherchent où les investir, d'autres ont des canaux où l'aspect politique peut aider à améliorer le rendu, et évidemment la mise en commun de ces activités pourrait donc servir de base durable pour le développement. Les institutions transversales pourraient donc jouer leur rôle. Je pense au mode de financement avec l'exemple du FECOM pour le Cameroun. Il y a des structures de financement de par le monde, et évidemment nous pourrons donc travailler ensemble dans ce sens-là. Oui, dernière question, en êtes-vous avec la fiscalité locale, parce que ça intéresse beaucoup le secteur privé? Oui, c'est comment on se finance, c'est ça? L'Association des régions du Cameroun a la loi portant sur la fiscalité locale, le financement des activités des collectivités territoriales décentralisées. L'Association des régions du Cameroun a été associée à l'étude qui porte sur la modification de la loi actuelle qui porte sur la fiscalité locale. Je pense au niveau du gouvernement, ce travail a déjà fait l'objet d'un échange au niveau du service du Premier ministre. Évidemment, le projet suit son cours pour une transmission au Parlement en vue de la modification de la loi, de l'adoption d'une nouvelle loi et de sa promulgation par le chef de l'État. Nous avons été associés à ce travail à un niveau avec l'ensemble des acteurs gouvernementaux impliqués, et nous pensons que le reste de la procédure suivra son cours sous l'égide du gouvernement. Okay. Merci, merci beaucoup, Président, et bon courage dans la construction de cette nouvelle région. Rachid Adapti, bonjour. Vous êtes président de la région Rabat-Salé-Kénitra. Votre micro est juste à côté. Donc, vous êtes président d'une des régions phares marocaines. Alors, je vous arrivais un peu comme une synthèse, finalement, dans ce débat où on parle d'économie de décentralisation. Où est-ce qu'on en est de la décentralisation? Où est-ce qu'on est le poids et le rôle économique des régions au Maroc? Merci. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier les autorités camerounaises et à leur tête le président de la République de nous avoir reçus agréablement dans ce beau pays et de vouloir héberger nos travaux d'Assemblée générale de l'AIRF. En fait, c'est la première fois que je viens au Cameroun et je suis impressionné. C'est un très beau pays et j'aimerais y revenir ultérieurement. Vous êtes le bienvenu tous les jours. Merci, merci à vous. Alors, ce qui nous unit aujourd'hui, pratiquement, c'est la communication. On est en train de communiquer en langue française et le courant passe entre nous et on s'entend et on interagit entre nous.
Effectivement, ce qui nous unit encore aujourd'hui, et puisqu'on est en Afrique, c'est le continent africain. Le continent africain qui est plein de potentiel. C'est le continent de l'avenir. Et ce qui nous unit en fait aussi, ce sont les défis que nous allons mener ensemble. Il y a l'explosion démographique qui arrive avec le changement climatique. On a des défis à soulever. Et ceci demande une intelligence collective. Ce genre de rencontre nous permet en fait d'échanger entre nous les bonnes expériences, de voir de part et d'autre où est-ce qu'on peut percer, où est-ce qu'on peut avancer. Et je pense que la décentralisation et la déconcentration administrative sont une clé pour pouvoir surmonter ce genre de défis. Dans quel sens? Dans quel sens? On vient de sortir de crise Corona. Corona a été géré de différentes manières selon les pays. Il y en a ceux qui ont pris une décision centralisée pour résoudre le problème. Il y en a ceux qui sont partis vers des solutions déconcentrées, décentralisées. L'impact n'était pas le même. Je pense que tous nos pays aujourd'hui sont en train d'évaluer l'impact de Corona avec les deux options. Si on était dans la déconcentration et la décentralisation, et si on était dans la centralité de la décision. Je pense que ceci peut se répercuter sur différents champs. Aujourd'hui, au Maroc, qui est une jeune démocratie et qui a opté pour la décentralisation et la déconcentration administrative. Ce pays a, depuis 2011, rebondi sur ce chantier-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ce terme de décentralisation, ce n'est pas une formule. Et il faut s'adapter, chaque pays doit s'adapter selon ses normes, son histoire, sa culture, sa constitution, s'adapter avec la décentralisation. Il ne faut jamais calquer un modèle. Il y a des modèles qui réussissent, il y en a d'autres qui n'ont pas encore réussi, qui sont en souffrance. Et il y en a ceux qui ont pris du temps pour se perfectionner, parce qu'ils sont un peu rigides. Nous, au Maroc, jusque-là, nous sommes dans ce processus évolutif de décentralisation. La région de Rabat, dont je suis président, c'est une région qu'aujourd'hui, on est en train de construire déjà une idéologie, une forme de pensée, un mindset de centralisation. Il faut déjà une harmonie entre toutes les institutions concernées. Ça, c'est un. Il faut travailler sur des thématiques qui sont bien précises, avec une stratégie déterminée dans le temps et dans le but. Sur la région de Rabat, le post-crise, comme partout au monde, a laissé des séquelles. Des séquelles concernant le chômage, le pouvoir d'achat qui a été impacté, beaucoup de problèmes sociaux. Donc, il faut relever ce défi-là. Et nous avons pensé que la création d'emplois serait une des clés. L'investissement public, je pense qu'il est partout, il est arrivé à maturité, il ne produit plus, il faut aller vers le privé. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé à développer quelques process dans le domaine de l'investissement pour ramener l'investisseur national vers notre région, parce qu'on est en compétition entre les régions et en complémentarité, bien sûr. On est aussi en concurrence régionale et internationale. Donc, on a mis en place un écosystème qui permet de réconforter l'investisseur, de lui donner tous les avantages possibles légaux, d'être dans le paysage international et de produire mieux qu'avant. Ceci demande de l'intelligence collective. Ça ne se fait pas entre un conseil ou bien une institution ou bien une agence. Tout le monde doit travailler ensemble. Et il faut créer cet écosystème-là qui permet de dégager ce plus en termes de PIB, en termes d'emploi, en termes de croissance et en termes. D'ailleurs, la région de Rabat, il a pensé, comme je l'ai dit à quelques-uns de nos collègues tout à l'heure, nous avons pensé à développer le forum d'investissement région Rabat Afrique. C'est régional. Et nous allons demander aux autorités politiques avec qui nous avons des liens de coopération de se ramener à Rabat en fin de septembre avec des hommes d'affaires, ou bien pour investir au Maroc, ou bien pour ramener les Marocains à investir dans d'autres régions, ou bien pour créer des joint ventures
pour qu'on travaille ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons aussi mis en place un fonds de promotion d'investissement. Et tout le monde peut bénéficier. Le cahier de charge, il est clair, il est transparent. Aussi, on a facilité les processus. Rentrer dans le pipe pour traiter un dossier et dans le plus bref de délai, avec les autorisations, avec tout ce qui va avec. Donc, on a traité un peu tout cet écosystème-là et en parallèle, on a mis en place des technoparcs partout dans la région pour adapter les startups, pour adapter l'écosystème avec l'entreprise qui va s'installer. Donc, il faut travailler. La région toute seule ne peut pas faire ça. Mais nous demandons à ce que tout le monde s'intègre. D'ailleurs, et pour conclure, la coopération. Nous avons pensé aujourd'hui à une nouvelle, nous avons nommé ça nouvelle génération de coopération. Ce sont des coopérations qui vont, dans le temps, avoir un impact, avec des objectifs qui sont précis. Nous étions sur des coopérations, d'ailleurs, pas mal de mes collègues ici présents, présidents de département ou de région, m'ont dit qu'on était liés par des coopérations. Alors, ces coopérations-là, je pense qu'il faut les revoir. Il faut les revoir avec un bon sens, avec un objectif qui est bien précis. Je pense qu'aujourd'hui, l'environnement international, le post-crise, tous les défis que nous devons mener, nous imposent une nouvelle forme de réflexion. Et surtout en Afrique, puisqu'on est au Cameroun, au cœur de l'Afrique. L'Afrique, elle est porteuse de beaucoup de potentiel. C'est un continent qui est riche en êtres humains. On a une démographie qui est un peu spéciale. Beaucoup de jeunes, beaucoup de demandes, beaucoup de défis. Je pense que c'est ce travail-là qu'on devrait développer tous ensemble. Une vision très aboutie. Merci, M. Rachid Dati. Oui, absolument. Il faut renouveler la pensée à tous les coups. Nous allons donc demander au président du JICAM. Alors, on va si ça ne fait rien, demander aux trois présidents si vous voulez bien laisser la place à nos deux autres intervenants. Merci en tout cas d'être intervenus et d'avoir parlé de décentralisation. Et je vais appeler Pascal Mini de Camrail et Denis Apoula de CAFCAM pour arriver au cœur du sujet, en fait. Oui. Parce que maintenant, on va parler des entreprises qui sont quand même les premières concernées. Oui. Donc, nous allons commencer par le JICAM. Je crois qu'il a des engagements. Monsieur le Président, est-ce que le JICAM a déjà pris en compte le fait, la nouvelle donne, la décentralisation? Vous avez des stratégies de développement avec les régions? Bien, je pense que en tant qu'organisation patronale, il est évident que la problématique de la décentralisation soit au cœur de la stratégie du patronat. D'autant plus que pour nous, on entend par régionalisation, c'est une dimension éminemment économique, beaucoup plus que politique. C'est extrêmement important de le comprendre. Et nous avons, dans ce cadre-là, nous avons besoin nous-mêmes, d'abord au niveau du patronat, de nous réinventer. On a parlé beaucoup de refondation ici. Et au même titre que l'État a tenu compte dans sa stratégie de décentralisation, et j'aime bien l'expression que j'ai entendue tout à l'heure, quand on parle de décentralisation, on parle également il a utilisé une expression de dégraisser, déconcentration, voilà. C'est extrêmement important d'associer les deux parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive dans un ministère et on demande quelque chose et on dit non, ce n'est pas à nous à le faire, c'est la région. Lorsqu'on aura ce discours-là, on comprendra effectivement que la décentralisation est véritablement en train d'être mise en œuvre. Et pour revenir à ce que
vous disiez tout à l'heure par rapport au secteur privé, le secteur privé doit également pouvoir l'intégrer dans son organisation. Nous également, nous avons hérité aujourd'hui d'une structure, je vais dire centralisée, dans la gouvernance du patronat du GICAM. Et on doit copier ce qui est fait ailleurs, notamment en France, qui est un peu notre mère, mais copier ce qui est bien. Si on prend l'exemple du MEDEF, qui a changé de nom aussi, qui à l'époque s'appelait le Conseil du patronat français, pour devenir le MEDEF il y a quelques années. Le MEDEF a en son sein seulement 200 membres, dont 119 membres qui sont des régions, des présidents de régions, qui sont plutôt des MEDEF régionaux. Donc, nous devons aussi, au niveau du patronat, tenir compte de cette dimension de la décentralisation pour réorganiser, pour réinventer ce patronat de demain. Voilà un peu ce que je peux répondre. Monsieur le Président, vous parliez du MEDEF un instant, et donc quelque part de la coopération avec d'autres entreprises. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'entreprises françaises qui sont venues ici en délégation. Vous attendriez quoi, ou vous attendez quoi d'une coopération avec des entreprises françaises ou des entreprises internationales en général? Parce que quelque part, vous en attendez de monter des joint ventures dont vous appelez de vos voeux, ou est-ce que c'est l'implantation sur de nouveaux modèles et de l'apport technologique que vous pensez important? Écoutez, à cette question, en général, j'ai pas envie de dire j'ai envie de rire, mais c'est pour dire que on sait tout ce qu'il y a à faire et on n'a pas à donner de leçons de morale à un chef d'entreprise qui veut se développer. Vous êtes en train de sourire, vous savez très bien que lorsqu'un chef d'entreprise veut se délocaliser ou veut investir dans un pays, il sait très bien. Et il faut qu'on sorte de l'incantation, des discours entre la France et nous, et qu'on mette en œuvre véritablement cette refondation de notre partenariat économique. Je l'ai dit lorsque le président Macron est arrivé au Cameroun, je l'ai dit devant l'ambassadeur plusieurs fois, que la France devrait capitaliser de manière plus forte cette francophonie-là, ce lien historique qui nous lie. Et la France, malheureusement, perd du terrain dans des conjectures, dans des discours. Pourtant, sur le plan industriel, elle a une compétence énorme et elle a laissé la place, je le dis, je le vis, je suis industriel, je vois l'évolution. Aujourd'hui, sur le plan industriel, la France a laissé la place à l'Italie, au Portugal, aux autres. C'est une réalité. On a le réflexe aujourd'hui d'aller acheter nos équipements. On peut avoir des crédits investissements en France, mais les équipements iront ailleurs. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Il faut voir comment est-ce que nous pouvons véritablement, comme je disais tout à l'heure, sortir de cette incantation-là et passer véritablement au concret. Nous avons des solutions, nous avons des choses à faire. Pour finir, il me souvient qu'il y a quelques années, en Afrique et même au Cameroun, il y a une marque qui était très connue. Pour revenir, c'était la Peugeot. Et aujourd'hui, si vous parlez dans les rues, ce n'est pas la Peugeot qui est là. Donc c'est une réalité, posez-vous des bonnes questions. Comment on fait? Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas ouvrir une usine pour monter de Peugeot ici? Pourquoi seulement être ce comptoir d'importation? Je n'ai rien contre CFAO. Mais pourquoi ne pas? Pourquoi c'est au Maroc que vous allez le faire ou en Roumanie? Non, c'est plutôt chez nous que vous devez le faire. Je vous remercie. Donc, Monsieur le Président, on a suivi la salle d'applaudissement. Vous êtes un homme de terrain. Le Cameroun est pourtant un terrain propice à l'investissement et au développement. Vous le confirmez-vous? Un homme de terrain. Écoutez, je le confirme puisque je suis un acteur. Je ne suis pas étranger. Le Cameroun, c'est une terre de potentiel. Et je dis encore,
le Code des investissements, la loi David 2013 qui est au Cameroun, c'est la loi la plus incitative au monde. Loi qu'il faut revoir. Loi qu'il faut revoir dans le sens de tenir compte, et c'est le moment, de la décentralisation. Parce que ce n'était pas une loi qui permet d'inciter. Il n'est pas normal que lorsqu'on veut investir, on ait les mêmes avantages que l'on veut investir à Douala ou dans l'extrême nord. Non. On devrait avoir une loi qui permet de tenir compte de lieux où on investit. C'est à cela qu'elle va permettre d'accompagner mieux le développement des régions. Merci. Oui, bien sûr que Denis Apoulal, je vous présente Denis Apoulal, qui est le président du CAFCAM, qui, je pense, peut déjà répondre peut-être déjà au président Tawamba. Et puis ensuite, j'aurai des questions à lui poser sur la présence française, d'ailleurs, ici. Merci Marc, bonjour à tous. Alors, je prends ma casquette de président du CAFCAM, mais mon collègue Tawamba m'incite à prendre la casquette également de directeur général de CAMI et de délégué du groupe CFAO. Alors, je veux le rassurer, je veux vous rassurer sur le fait que les sociétés françaises, dont Peugeot, prennent toute la dimension du travail qui reste à faire. Et je veux vous dire que Peugeot, parce qu'on en parle, au Cameroun, a la part de marché la plus importante en Afrique subsaharienne, puisque Peugeot a triplé sa part de marché grâce aux consommateurs camerounais pour atteindre 5 points de part de marché, ce qui est énorme. Comment Peugeot l'a fait? Puisque vous me tendez cette perche, ce n'était pas prévu, justement en produisant des produits, en produisant des véhicules qui étaient cette fois-ci adaptés. Et vous verrez circuler des pick-up Landtrek, chers collègues, certainement de plus en plus. Alors je regrette de faire ma publicité. Non, mais c'est bien ça. Voilà, c'est pour donner un éclairage un petit peu nouveau, des réalités, pour dire que oui, nous avons perdu pied, ce n'était pas l'objet de mon intervention, nous avons perdu pied pour des raisons. Mais moi, j'ai pas une doctrine, en tout cas une philosophie, qui est celle du marché, qui est celle des clients et des consommateurs. Je ne parle pas de politique, le CAFCAM est une association apolitique, à but non lucratif, et je dis que c'est souvent le marché, les consommateurs, les clients, qui vont provoquer nos stratégies. Et tout à l'heure, on parlait de décentralisation, j'aurais bien aimé qu'on me pose la question. Lors de mes études, il y a un ouvrage qui m'a marqué, qui était Paris et le désert français. C'est un ouvrage qui était paru dans les années 50 et qui montrait, en fait, qui est devenu une bible de la décentralisation et qui a montré tout le parcours qui restait à faire en France, justement pour être moins dépendant d'un pouvoir central unique, d'une ville, l'Île-de-France, par extension, où les bassins d'emploi étaient les seuls à trouver du travail. Je veux dire qu'au Cameroun, pour répondre à la question précisément, le Cameroun a cette richesse d'avoir 10 régions et chaque région a sa réalité économique. Chaque région a sa réalité économique qui justifie la présence de nos entreprises. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'incitation, c'est le marché qui nous appelle. Et je suis fier de dire que, en tout cas, le groupe que je représente est présent dans 6 villes dans le pays. Évidemment, Yaoundé, la capitale politique, Douala, économique. Vous irez partout, naturellement. Voilà, parce que c'est le client, c'est le marché. Et il y a au Cameroun une richesse extraordinaire qui veut que chaque région a sa réalité économique. Alors, il y a combien d'entreprises françaises au Cameroun? Alors, je peux vous dire le nombre d'adhérents que propose le CAFCAM. Nous sommes 178 entreprises adhérentes au CAFCAM, avec une spécificité, c'est que pour être adhérent du CAFCAM, il faut être français. Donc on peut travailler à la fois pour une entreprise française, mais également pour une entreprise camerounaise. Et l'objectif du CAFCAM, c'est? Alors, c'est une association qui a 22 ans aujourd'hui. On a fêté nos 22 ans en avril dernier. Et son objet, c'est de développer en fait les courants d'affaires, les relations économiques franco-camerounaises. Voilà. Avec comme but de promouvoir les affaires
de promouvoir les intérêts des deux pays en mettant en commun en fait, l'expertise et les connaissances de ces 180 membres. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est les régions. Est-ce que le CAFCAM est prêt à travailler avec les régions? Parce qu'il faut accompagner les régions. Alors, le CAFCAM a deux bureaux, hein, un bureau à Douala, le siège, et à Yaoundé, qui est un bureau qui est extrêmement dynamique. Maintenant, le CAFCAM vit par ses adhérents. Hein, donc, je pense que c'est les adhérents qui portent les valeurs du CAFCAM dans ces régions, mais évidemment que les régions font partie prenante, intégrante de notre stratégie de développement. Et Denis Poffenir, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, à ton avis, ou sur quoi il faudrait se mobiliser pour améliorer ou faire venir plus d'entreprises françaises ici au Cameroun? Alors, je veux d'abord dire à nos collègues entreprises françaises qu'il faut venir au Cameroun. Ça, c'est déjà un premier point. Il y a d'abord les éléments dont vous disposez dans les analyses macroéconomiques, dans les revues que vous pouvez parcourir, que ce soit les indicateurs macroéconomiques, le taux de croissance, le poids de la dette, la maîtrise du budget. Je pense que tous ces indicateurs montrent que le Cameroun est parmi les pays les plus performants sur ce plan-là. Même l'inflation, qui est une préoccupation majeure du gouvernement camerounais, est plutôt mieux maîtrisée si on fait des benchmarks par rapport à d'autres pays, dont la France. Donc tous ces indicateurs doivent nous pousser les entreprises à venir s'installer, en tout cas à venir travailler au Cameroun. Mais ce que ne savent pas ces entreprises et qu'elles réaliseront en venant sur place, c'est que le Cameroun décèle également des forces extraordinaires de par, je dirais, ses valeurs d'entrepreneurship, ses valeurs de dynamisme et surtout son capital humain. Et je pense que pour s'en rendre compte, il faut venir travailler au Cameroun pour voir que tout est possible. Hein, vous avez accès à un capital humain de personnes formées et surtout, et ça fera plaisir à nos amis français, pour lesquels la valeur travail a véritablement du sens. Ça, c'est important. Merci, Denis. Pascal, bonjour. Pascal Mini, vous êtes directeur de Camrail. Vous êtes un peu une illustration d'un partenariat, d'ailleurs, il me semble, avec Camrail. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Paul Biya, d'avoir permis l'organisation de ces journées qui permettent d'échanger. Et effectivement, peu de gens le savent, Camrail, alors je vais faire un peu de pub quand même pour Camrail au passage, malheureusement je vais parler de Camrail, mais bon, je suis désolé, messieurs les présidents de confédération et de présidence de groupement intersyndical camerounais. Camrail est une société en public-privé, donc, et qui est reconnue comme étant un bon exemple du public-privé, parce qu'on a un travail en totale transparence avec le ministère des Transports et le ministère des Finances, en particulier la tutelle technique. Et on a grosso modo 8 à 10 réunions formelles par an avec le ministère de tutelle, mais également, d'ailleurs cette semaine, on a toute la semaine où on travaille avec les équipes du ministère des Transports et d'autres ministères dans le cadre de la rénovation de la voie ferrée du Cameroun. C'est un travail de longue haleine, un travail qui est quasi permanent, parce que je parlais de 10 réunions par an, mais il y a aussi toutes les réunions quasiment hebdomadaires, les prises de contact, les dossiers à travailler pour les présenter après en réunion formelle. Donc déjà, ça c'est la première partie. Et la Camrail, c'est un peu un outil aussi quelque part au service de la décentralisation, enfin, si on Alors, peut dire. La deuxième question sur la décentralisation, merci de me donner la possibilité d'en parler. Donc je vais utiliser Camrail comme étant un exemple. Hein. Il y a des bonnes pratiques, mais c'est pas forcément, toutes les bonnes pratiques ne sont pas forcément applicables partout. Mais Camrail, effectivement, on a un système d'organisation qui est un système décentralisé ou déconcentré, comme on veut. Mais c'est quelque chose qui est à la fois rassemble tous les métiers, c'est-à-dire le commercial, c'est l'administration, l'entretien de la voie, les performances d'exploitation, et puis le matériel aussi, l'entretien du matériel, de manière délocalisée. À savoir, j'ai une coordination
au centre, j'ai une coordination littorale, une coordination à l'est et une coordination, nous appelons ça le nord, parce que c'est l'extrême nord du chemin de fer, qui est l'Adamawa en fait, qui est Gaoundéré. Donc on a quatre décentralisations, 4 fonctionnements totalement décentralisés et totalement, pas indépendants, mais qui dépendent directement du directeur général, donc de moi-même, c'est-à-dire que le coordinateur dépend directement du directeur général. Après, on a les fonctions plus protocolaires au niveau central, mais tout ce qui est centralisé, mais le fonctionnement est très décentralisé. Par essence. Voilà. Monsieur le directeur général, ça, c'est le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Est-ce qu'il est possible que la décentralisation puisse booster l'infrastructure? Bien sûr. Parce que je crois que le dernier kilomètre de rail au Cameroun a été construit en 1974. Est-ce qu'on peut développer, est-ce que la décentralisation peut développer l'infrastructure? Alors, la décentralisation, déjà, elle développe le quotidien. Parce qu'il ne faut pas, avant de parler de futur, il faut déjà parler du quotidien. Et le quotidien, c'est quoi? On pourrait très bien, par exemple pour l'entretien de la voie, pour tout ce qui est fauchage, élagage, etc., on pourrait prendre une machine. Et puis, hop, on y va, et on part de Douala, on arrive à Gaoundéré, on fait tout ça. Non, le choix qui a été fait, c'est un choix décentralisé, c'est-à-dire de faire travailler toutes les populations qui vivent autour de la voie. C'est-à-dire que le fauchage, l'élagage est confié à des petites entreprises ou des chefs de village qui sont tout autour de la voie sur les 1000 km de voie. Donc chacun a sa part de responsabilité et va travailler en ce sens-là. Également, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les comités de vigilance, qui sont des jeunes qui sont là en train de surveiller la voie, voir s'il y a un rail cassé, voir s'il y a quelque chose qui manque, vont tout de suite alerter. Et il y a une osmose complète entre la voie. D'ailleurs, je pense qu'il y a forcément du monde Bassa dans la salle. Et les Bassa disent que le chemin de fer leur appartient. Mais le chemin de fer appartient un tout petit peu à tout le monde, hein, à partir de Kumba jusqu'à Gaoundéré. Alors après, la deuxième question sous-entendue par vous, c'est est-ce que ça peut provoquer du développement? Alors aujourd'hui, forcément, ça va provoquer du développement. On est en train de travailler, donc toute cette semaine, on travaillait avec les ministères concernés pour la rénovation de la voie. À savoir que la Banque d'investissement européenne et l'AFD et la Banque mondiale ont mis à la disposition de l'État des fonds pour rénover Douala-Yaoundé et Belabo-Gaoundéré. Ce qui veut dire qu'il va y avoir 4 ans de travaux. Donc, qui dit 4 ans de travaux, dit forcément de l'appel à main-d'œuvre, de l'appel à beaucoup de choses pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Mais encore une fois, je reviens sur le quotidien, parce que là, on parle un peu du tous les jours. Sur le quotidien, la maintenance de la voie se fait aussi avec des entreprises camerounaises qui sont nationales, qui sont dédiées à chaque secteur et qui sont décentralisées également. Voilà, si j'ai bien répondu à votre question. Merci. Dernière question pour moi. Est-ce que ce modèle de PPP, qui est un modèle un petit peu compliqué quand même, généralement en Afrique, alors je ne sais pas ici, est-ce qu'il est réplicable? Est-ce que c'est un modèle qu'il faut travailler? Alors, bien sûr, tout modèle est améliorable, hein, est perfectible. Il y a forcément des problématiques d'un sens ou dans l'autre, mais à partir du moment où le PPP est fait de manière ouverte et transparente, on arrive à trouver des solutions. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut essayer de se mettre autour de la table. On se met autour de la table régulièrement, on trouve des solutions et on avance. Je pense que c'est la clé d'un développement de PPP, c'est de discuter, de se mettre autour de la table et de chercher des solutions. C'est la qualité de la relation, quoi, finalement, qu'on arrive à nouer les uns avec les autres. Merci Pascal. Merci de cette intervention. Voilà. Oui, nous allons terminer ce premier panel par la Chambre de commerce et d'industrie. Et c'est fait exprès qu'on les prenne en dernier parce que nous avons voulu que la Chambre de commerce puisse suivre toutes les interventions pour mesurer un peu l'ampleur du travail qui lui reste à faire. Parce que nous pensons que vous êtes conscient que vous avez un rôle d'encadrement extrêmement important dans le développement des régions. Merci. Je commençais à me demander si je n'étais pas oublié, mais enfin, je comprends mieux pourquoi voilà. On me passe la parole en ce moment.
Merci de me passer la parole. Je voudrais d'entrée de jeu excuser déjà le président Eken, Christophe Eken, qui dans ses fonctions multiples aujourd'hui n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais ma présence ici témoigne de l'intérêt que la Chambre de commerce porte effectivement à cette thématique. Accessoirement, je suis le maire de Bazou aussi, donc la décentralisation me touche au quotidien. Voilà. Ce que je peux dire, de la Chambre des experts techniques. Président de la Chambre professionnelle des experts techniques, en passant. Non, ce que je peux dire, c'est que la Chambre de commerce, dans sa structuration déjà, est décentralisée. Je pense qu'on a anticipé un peu sur la volonté du chef de l'État, parce que nous sommes présents dans toutes les régions. Nous sommes présents dans toutes les régions, et dans notre fonction d'accompagnement des entreprises, et non seulement dans la création à travers les startups, mais aussi dans la formation continue, parce que nous sommes à un niveau où nous percevons très bien la mortalité des entreprises aussi, parce qu'on les crée, mais elles meurent aussi très souvent parce qu'elles ne sont pas bien accompagnées, parce que les dirigeants ne sont pas bien formés. Donc la Chambre de commerce, dans ses attributions, donc, a créé un centre d'incubation des entreprises qui permet de mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui en manque d'emploi ou qui volontairement veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons des programmes internes qui nous permettent d'accompagner le personnel des entreprises et, comme j'ai dit, les promoteurs, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, à travers des programmes comme Archipelago. Nous avons la possibilité, on l'a fait, d'accompagner des migrants avec l'OIM, des migrants en retour, en leur donnant la possibilité de se former et de pouvoir s'occuper. Tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que la décentralisation offre la possibilité donc aux CTD, aux collectivités territoriales décentralisées, à travers les 10 régions, les représentations régionales de la Chambre de commerce, de trouver une structure d'encadrement qui va permettre non seulement de créer les richesses à travers les startups, comme je disais tout à l'heure, mais aussi, surtout, d'entretenir la croissance en faisant vivre les entreprises. Quand j'aurais dit ça, vous comprendrez que nous ne sommes pas, on n'a pas traîné. Par exemple, au niveau des régions, beaucoup de régions sont en train de mettre en place leur plan de développement. Et si je prends le cas de la région du littoral, le président est là. Nous avons signé un accord, une convention avec la région du littoral. Vu l'importance de la région littorale comme étant vraiment une région pionnière sur le plan du développement, nous avons signé une convention historique avec elle et entendons l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions dans le cadre de la création de la richesse. Voilà ce que je peux dire un peu résumé d'entrée de jeu. C'est ce que la Chambre de commerce fait et ce que la Chambre de commerce peut faire pour le développement économique dans le cadre de la décentralisation. Alors, pour le moment, vous êtes essentiellement ancré dans l'encadrement. Oui. Nous faisons dans la production aussi, mais la production au niveau de stade pilote, parce que la vocation de la Chambre de commerce n'est pas de rentrer en concurrence avec ses membres. Vous comprenez très bien. Donc, nous faisons de la formation, nous faisons de l'encadrement, mais nous ne faisons pas dans la production. On n'a pas beaucoup parlé de relations humaines et de ressources et de formation, mais je pense que c'est clairement un des points clés, effectivement, du développement. Et peut-être aussi ce que des entreprises françaises peuvent aussi amener, je pense, dans le pot commun, si on peut dire, s'il y a quelque chose à y faire. Merci beaucoup, monsieur président de la Chambre, monsieur le représentant du président de la Chambre de commerce. On arrive à la clôture de ces débats, Jean-Marie. Oui, tout à fait. Et donc d'abord, je voulais vous remercier à tous d'avoir été aussi nombreux et attentifs. Et merci, vous pouvez applaudir nos intervenants.